Monsieur le maire d'Auxerre, messieurs les conseillers généraux, régionaux, élus et présidents, monsieur le président du MEDEF, cher Étienne, messieurs les directeurs généraux, chers adhérents, chers collègues et chers amis. Non, je ne serai pas optimiste encore aujourd'hui. Être optimiste équivaudrait d'ailleurs à être utopiste. Réaliste et alarmiste, je le serai, tel est sans doute mon devoir. Ne sommes-nous d'ailleurs pas trop discrets, silencieux, sur le véritable état de santé de notre secteur? Mais depuis quand le bâtiment est-il synonyme de pudeur, de réserve et de retenue? Nous avançons souvent en silence, avec abnégation et courage, parce que nous sommes avant tout des entrepreneurs, et que nous vouons notre ouvrage quotidien à la sauvegarde et à la défense de nos entreprises. Mais l'heure est-elle encore au politiquement correct? N'est-il pas temps de pousser nos coups de gueule légendaires pour mettre en avant la réalité économique de notre profession? Combien de 20 heures d'envoyés spécial ou de Ça vous regarde pour nous présenter les drames non moins légitimes d'entreprises industrielles, agroalimentaires ou automobiles? Mais avons-nous jamais entendu le BTP crier sa rage, les entrepreneurs exprimer leur détresse? Non, ou rarement. Pourtant, nous représentons 1 200 000 salariés et 325 000 artisans en France, pour 129 milliards d'euros hors taxes de travaux. Mais l'orage gronde, et nombreux d'entre nous sont en péril, ou nous ont déjà quittés malheureusement. L'heure n'est plus à la retenue ou à la fausse pudeur. À être trop discret, on n'est pas entendu. À être trop conciliant, on n'est pas pris au sérieux. À ne jamais rien réclamer, on n'est pas considéré. Quelle équation insurmontable pour nous, entrepreneurs et artisans de Lyon, qui essayons chaque jour de sauver nos entreprises, en faisant face à des carnets de commandes réduits à peau de chagrin, en jonglant avec nos trésoreries affaiblies, en nous débattant contre des charges de plus en plus pénalisantes, dans le seul but de sauver nos emplois, de nos salariés et nos entreprises. Quelle déception quotidienne depuis plusieurs mois, à l'écoute des mesures négatives ou dangereuses, qui se posent comme des coups de frein au développement de notre secteur. On pourrait citer la modification de la fiscalité sur les plus-values, la suppression du PTZ dans l'ancien, l'augmentation de la TVA à taux réduit, l'aggravation de la fiscalité sur les revenus immobiliers, les coups de rabot sur les niches fiscales, la suppression annoncée du dispositif cellier, l'abrogation de l'augmentation des droits à construire, l'encadrement des loyers, la réduction des allégements sur les bas salaires, la suppression pour les salariés et les entreprises de plus de 20 salariés des exonérations de charges fiscales et sociales sur les heures supplémentaires, l'augmentation de la cotisation vieillesse, et j'en passe. Colère et désillusion de lire chaque semaine dans la presse qu'une entreprise locale, un collègue, un ami est placé en redressement judiciaire et va bientôt disparaître. Qu'avec lui, des salariés qualifiés et formés vont aller grossir les chiffres du chômage au profit d'une main-d'œuvre nomade et bon marché qui ne consomme pas localement et qui ne participe en rien à l'effort collectif. Que les gérants de ces entreprises qui cessent leurs activités sans bruit, loin des médias, ne partiront ni avec une prime ou un parachute doré, mais en cédant leur patrimoine personnel pour solder leurs emprunts dont ils sont cautions et sans percevoir aucune indemnité de chômage, puisqu'ils auront pris le risque d'exercer en gérance non salariée. Dans ce climat de sinistrose généralisée, le combat est chaque jour plus lourd et les difficultés ne sont pas exagérées. Frilosité des banques, délais de paiement des clients qui s'allongent alors que les délais des fournisseurs se réduisent, des charges sociales qui grimpent, notre quotidien est régulièrement déprimant. Dernier coup de dur en date pour nos entreprises, les modifications apportées à la loi TEPA, qui rendent le management de nos salariés et les relations difficiles et compliquent inutilement le très à la mode dialogue social que nous savions parfaitement organiser sans attendre qu'on nous l'impose. Quel crève-cœur d'annoncer à nos salariés pour qui les heures supplémentaires étaient une réalité et un gain de pouvoir d'achat conséquent, qu'ils seront désormais pénalisés financièrement par les nouvelles mesures gouvernementales. Car sur nos chantiers, les heures supplémentaires sont régulièrement utilisées et rémunérées pour honorer les plannings mis à mal par les intempéries, les complications normatives ou techniques, et ne peuvent en aucun cas être remplacées par l'embauche d'un salarié demandeur d'emploi, non qualifié et non productif.
Essayez donc maintenant d'opposer un argument concret à vos compagnons qui disent qu'avec une telle mesure, on les incite à retourner travailler au noir. Alors que les heures supplémentaires permettaient à nos compagnons d'augmenter leur pouvoir d'achat jusqu'à 4 000 € par an, exonérés de charges sociales et fiscales, désormais non contents de voir leur tranche d'imposition augmenter en 2013, ils verront leur salaire net mensuel diminuer de 3 à 7 %. À l'échelle de notre département, avant la réforme, et toute activité confondue, le nombre d'heures supplémentaires des entreprises mensualisées avoisinait 250 000 heures pour 1 million d'euros d'exonération TEPA. C'est autant de fonds qui ne seront pas injectés dans l'économie locale. Quoi qu'il en soit, en attendant que les lignes bougent, les entrepreneurs du bâtiment de Lyon sont fortement impactés par la crise et n'ont aucune visibilité pour le semestre à venir, pas plus que pour l'année 2013. À l'heure où la Fédération française du bâtiment annonce d'ici la fin 2012 près de 35 000 pertes d'emplois sur le plan national, soit, si je puis me permettre, l'équivalent d'un site aulnais par mois dans l'indifférence la plus totale, il est certain que Lyon ne sera pas épargné. La crise financière et les plans de rigueur successifs auront eu raison du marché local. En effet, nos entreprises souffrent. La crise s'installe durablement, avec des conséquences dommageables et sans doute irréversibles pour l'emploi. En termes d'activité, le tour d'horizon des projets dans le département est malheureusement vite établi. Malgré les effets d'annonce dans la presse, qui concernent essentiellement des projets déjà très largement entamés, il y a peu de visibilité pour le semestre à venir. Le constat chiffré à la rentrée peut ainsi se résumer. En ce qui concerne le neuf, la surface de logement commencé est toujours en recul de 22 % par rapport à 2008, soit 21 000 m² de moins. Le non résidentiel présente lui aussi un solde débiteur de 25 000 m², soit un recul de 23,35 % par rapport à 2008. On voit bien la charge de travail en moins que cela représente pour les entreprises locales qui peinent à trouver des marchés. N'oublions pas que le volume moyen de travaux nécessaires à l'équilibre de notre département se situe aux alentours de 580 millions d'euros. Comment cela pourrait-il aller, alors, avec à peine 450 millions projetés cette année? Les 500 000 logements promis par le gouvernement ne se feront pas sans incitation fiscale, pas plus que les grands projets de rénovation énergétique de la Commission environnementale. On peut noter également, pour la première année, le signal très négatif du recul des permis de construire de 12,31 % pour le neuf et 41,7 % pour le non résidentiel. Après une croissance de la production de logements liée à la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, les objectifs du programme ont fortement baissé, illustrés par une diminution de 30 % de la programmation et une diminution de 44 % des financements accordés à la région entre 2010 et 2011. Alors que Lyon se caractérise par un parc de logements anciens, une faible construction neuve et un taux de logements sociaux inférieur à la moyenne régionale et nationale, avec 14 % contre 17 %. Comment attendre une amélioration quand on sait que Lyon est le seul département de la région entièrement classé en zone C? Il serait souhaitable que le zonage soit revu au moins pour les agglomérations de Sens et d'Auxerre, où le manque de logement est flagrant. Sans compter que le principal bailleur social du département, Domanis, qui assumait à lui seul près de 10 % de l'activité ces dernières années, a gelé ses projets de construction pour 5 ans, condamnant les entreprises à chercher de plus en plus loin les jantés nécessaires à leur main-d'œuvre. Ajoutez au fait que les banques n'ont jamais aussi peu accordé de crédit à l'habitat dans Lyon, avec 93,5 millions d'euros en 2011 contre 134,4 en 2008. Il en va de même pour les crédits destinés à l'acquisition de l'ancien et l'amélioration entretien. Les organismes financiers, non contents de porter ceinture et bretelles dans leurs négociations immobilières, en demandant des garanties insurmontables, diminuent progressivement les montants empruntés, comme les durées d'emprunt, sous prétexte que les taux restent mesurés. En lien avec ce recul progressif de l'activité, les carnets de commandes s'effritent très rapidement, avec une visibilité à 4 mois et même 3 mois pour les plus grosses entreprises. Ainsi, l'emploi s'en ressent directement. Après le personnel intérimaire, c'est aujourd'hui le personnel salarié qui est visé, avec une accélération des licenciements économiques et des dépôts de bilan, alors que pendant 3 ans,
les professionnels avaient choisi de se limiter au non-remplacement des départs à la retraite ou à la diminution des contrats d'apprentissage. En chiffres, c'est près de 15% d'effectifs salariés perdus en 4 ans, avec près de 1000 emplois pour le département. En outre, pour un emploi perdu dans le bâtiment, c'est 1,5 emploi qui disparaît dans les métiers annexes, car tout acte de bâtir entraîne en amont et en aval des professionnels de tout corps d'État, mais également négoces, commerces, notaires, assureurs, architectes, services, qui sont victimes de cette déperdition. Quant à la formation en alternance, les entreprises de Lyon n'ont jamais aussi peu misé sur l'apprentissage. Après 4 ans de baisse des effectifs, la rentrée scolaire 2012 s'est faite avec un taux de remplissage de 60% à peine au CFA d'Auxerre, annonçant une pénurie de main-d'œuvre qualifiée de grande ampleur d'ici 1 ou 2 ans. Sans parler de la désaffection des jeunes pour nos métiers, alors que la profession avait fait d'énormes efforts depuis 10 ans. Cette situation rendra l'appareil de production incapable de répondre à la demande en cas de reprise économique et contraindra une fois de plus au recours à la main-d'œuvre étrangère, ce qui aggravera de nouveau le chômage. A noter que pour illustrer ce bilan, le dernier trimestre 2011 a été marqué par une importante augmentation des radiations d'entreprise dans le secteur de la construction, pour un solde de création-radiation négatif à la fin de l'année 2011. Sans oublier le fait que 39% des créateurs d'entreprises ont choisi le statut d'auto-entrepreneur en 2011, soit une augmentation de 18 points par rapport à 2010. Ainsi, la rentrée se fait bel et bien dans un climat de réelles inquiétudes pour le secteur de la construction. Touché lourdement et durablement par la crise économique, avec le sentiment que l'environnement social, politique et fiscal ne nous laisse que peu de marge de main-d'œuvre. Alors voilà, le constat étant posé, il nous faut tirer la sonnette d'alarme pour que localement, nos partenaires, nos institutions et nos élus prennent conscience du bassin d'emploi que nous représentons et de la dangerosité à laisser se disloquer nos PME et nos entreprises artisanales. Loin des préoccupations du CAC 40, loin des parachutes dorés ou des solutions de sauvetage nationales, les patrons que nous sommes se posent une vraie question. Comment survivre dans un environnement économique aussi défavorable au développement des PME et au maintien de l'emploi? Pourquoi continuer à entreprendre en subissant chaque jour le poids plus lourd et plus injuste de la législation du travail, à l'heure où l'Europe nous montre sur les chantiers le revers de la médaille, à savoir la concurrence déloyale et dévastatrice d'une main-d'œuvre à bas coût, sollicitée et utilisée par bon nombre de clients, publics ou privés, qui ne cherchent désormais qu'un prix, aux dépens de la qualité, de la sauvegarde de nos emplois locaux. Pourquoi continuer à subir les effets négatifs du manque de productivité de notre économie, autour des problèmes persistants de la flexibilité archaïque du travail, de la bureaucratie pesante et de l'imposition très élevée, alors que certains ont choisi d'opter pour des montages légaux simplifiés, leur offrant des réductions de charges et impositions concurrentielles. Car non contents de subir les effets de 4 ans de ralentissement économique, les entreprises de Lyon, comme ailleurs, doivent faire face aujourd'hui à une concurrence déloyale acharnée contre laquelle il est impossible de lutter et qui s'ajoute à la pénurie de travail. Comment alors ne pas perdre la foi, à céder à la tentation de changer son fusil d'épaule et de sacrifier toutes ses belles convictions d'entrepreneur? Comment une entreprise de BTP peut-elle aujourd'hui améliorer sa trésorerie en regagnant de la marge pour contenter les assureurs crédits qui la condamnent chez les fournisseurs, ainsi que nos banquiers qui nous enterrent sous nos dettes et notre culpabilité, plutôt que de se poser en partenaire? Certains ont trouvé la solution. Par provocation, comme eux, un bon conseiller fiscal pourrait peut-être vous proposer plusieurs pistes. Pour l'artisan, celle de devenir auto-entrepreneur, ou pour le gérant de PME, celle de recourir à la main-d'œuvre étrangère, ou mieux encore, de délocaliser votre siège social à l'étranger. Miraculeuse culbute financière, en utilisant toutes les failles du système, en surfant sur la légalité, à la conséquence près du sacrifice de nos emplois locaux et de nos valeurs fondamentales. En effet, l'artisan qui peine aujourd'hui à gérer sa trésorerie, qui peine à déroger des marchés, harcelé par sa banque et ses fournisseurs, contraint d'étalonner ses règlements à l'URSSAF ou au Trésor public, peut choisir la solution simple, rapide et légale pour changer de statut et du jour au lendemain, se simplifier l'existence en devenant auto-entrepreneur, déclarer jusqu'à 30 000 € de chiffre d'affaires pour être exonéré de charges en grande partie, assurer en décennale seulement quelques-uns de ses chantiers sensibles et surfer sur l'absence totale de contrôle pour combler ses fins de mois. Car n'ayons pas peur de le dire, le régime de l'auto-entrepreneur dans le bâtiment
légalise le travail au noir et permet toutes les dérives, sans filet ni qualification, au prix de l'image de marque de nos métiers. Quant aux gérants de PME, pour qui travailler à blanc, voire à perte, est devenu la seule solution des congés des marchés, en concurrence avec des entreprises servant la prestation pour un écart de 30 à 40%, pourquoi ne pas avoir recours à la main-d'œuvre étrangère et au licenciement économique? Tout ça est très ironique et provocateur, bien sûr. Mais imaginez ainsi votre prochain projet immobilier, réalisé en faisant appel à une entreprise dont le personnel est issu de l'Europe de l'Est. Alors que la PME locale, contrainte par un taux de charge élevé et une législation du travail inflexible, vend son heure de main-d'œuvre entre 32 et 35 euros hors taxe nette, la société faisant appel à du personnel polonais, par exemple, vend son heure entre 13 et 17 euros hors taxe nette. Quand on sait que la réalisation d'un chantier, d'un habitat, la part de main-d'œuvre représente environ 60% du budget, le calcul de l'économie ainsi faite est vite réalisé. Quant à délocaliser votre siège social au Luxembourg ou en Espagne, rien de plus simple. En 48 heures, vous voilà exonéré d'une grande partie de charges patronales et bénéficiaire d'une imposition défiant toute concurrence. En toute légalité, cautionnée par la législation européenne et la libre circulation de la main-d'œuvre, rien de plus simple d'obtenir en 8 jours, pour les employeurs que nous sommes, les salariés déclarés dans une entreprise dont le siège social se trouve à l'étranger, rémunérés avec un salaire et un taux de charge patronale infiniment inférieur au nôtre. Sans compter le soulagement immédiat de ne plus se préoccuper des problèmes de flexibilité du temps de travail, des conditions de travail, des risques de conflits sociaux, voire de procès au prud'homme, car il est là le fond du problème. Comment faire face à ceux qui bafouent les règles sociales et fiscales en vigueur sur le territoire national, dans le but affiché de proposer des tarifs avec lesquels aucun entrepreneur qui respecte les règles ne peut rivaliser? Ce phénomène, qui a d'abord concerné seulement les zones frontalières, s'étend désormais à tous les départements. L'État ne peut attendre de nous continuellement des efforts en matière d'insertion professionnelle, de formation initiale ou continue, d'apprentissage, d'amélioration des conditions de travail, s'il laisse perdurer, dans le même temps, une situation où certains, sans scrupules, s'emparent de chantiers au mépris de toute réglementation, en recourant à une main-d'œuvre exploitable à merci, avec la tranquille assurance de n'être jamais inquiété, ni par l'URSSAF, ni par le fisc, ni par l'inspection du travail. Quelle ironie, quelle désillusion, quel terrible constat de voir que les meilleures vocations d'entrepreneurs sont aujourd'hui confrontés à ces phénomènes de concurrence déloyale, mais légale, aggravés par l'absence de concurrence et par l'accroissement permanent des lourdeurs administratives, sociales et fiscales, qui font de notre main-d'œuvre l'une des plus chères d'Europe. Selon l'INSEE, pour un salaire minimum brut en janvier 2010 de 1 344 euros en France, il est de 321 euros en Pologne, soit 31,97 euros de l'heure en France contre 7,52 euros. Il ne s'agit là que du coût moyen horaire, alors qu'il faut ajouter le coût de production lié aux obligations administratives, supérieur de 20% à nos concurrents européens. Mais peut-être n'y a-t-il pas de fatalité. Si l'État décide d'en faire une priorité des politiques publiques et de restaurer l'autorité du législateur, si l'État choisit de défendre ses artisans et ses PME, qui créent de l'emploi et de la richesse, pouvons-nous encore tolérer au nom de la libre concurrence que les marchés publics, la construction de logements sociaux ou d'équipements des collectivités territoriales ne soient réservés exclusivement aux entreprises françaises, employant des salariés déclarés, relevant d'un régime de rémunération et de protection décent? La crise économique que nous vivons n'impose-t-elle pas de changer les règles, de faire du protectionnisme et de privilégier la préférence locale pour faire reculer le chômage et réduire les mises en redressement des PME de notre secteur? L'Europe du développement, oui, mais l'Europe du nivellement par le bas, non. Pour le secteur du bâtiment, la législation européenne en l'état est une porte ouverte au recul, à la régression, sur le plan de l'emploi, de la dignité sociale, comme sur le plan de la qualité du travail. Pouvons-nous être fiers et fermer les yeux sur ce que nous constatons sur certains chantiers sur le plan humain et les conditions de travail? Ne regrettons-nous pas de voir réduit à néant 10 ans d'efforts pour redorer l'image de marque de nos métiers? Ne rougissons-nous pas de constater les malfaçons et la non-qualité des prestations délivrées? Nous sommes aussi responsables de cet état de fait, de brader notre savoir-faire et de renier nos convictions, pour passer cette crise qui dure, pour survivre, pour tenir des prix indécents qui n'ont jamais été si bas et qui nous poursuivront encore longtemps, même en cas de reprise. Depuis 4 ans, nous sommes restés prudents, mais vigilants.
La sagesse nous incitant à observer, réfléchir et attendre les signaux d'une amélioration économique, ce qui nous a permis d'être crédibles. Mais la situation s'aggrave et impose une autre réaction. Devrions-nous, comme certains le réclament, descendre dans la rue et manifester bruyamment pour que la collectivité prenne conscience de notre désarroi? Devrions-nous prendre en otage certains responsables locaux, comme on peut tristement le voir, pour que la réalité de notre économie soit prise en compte? Ce n'est pas dans nos manières. Nous avons toujours misé sur le dialogue en amont pour être crédibles et responsables. Mais il semble que cette stratégie s'essouffle. Preuve en est, certaines personnes conviées ce soir se sont demandé une conférence de presse. Pourquoi faire? Ça va si mal? Oui, ça va mal dans le bâtiment. Ça va très mal dans le bâtiment. Chaque jour, la colère gronde et bon nombre d'entre vous nous ont fait part de leur exaspération, de leur envie d'action, de rébellion, lassés et usés par le mal-être qu'ils vivent depuis plusieurs mois. À défaut de battre le pavé, certainement pourrions-nous faire une manifestation plus silencieuse, mais plus efficace, la grève des prélèvements sociaux. Ainsi, nous pourrions tous verser nos cotisations sociales sur un compte bloqué chez un huissier, pendant plusieurs mois, afin d'interpeller les pouvoirs publics sur nos préoccupations quotidiennes. C'est parfaitement légal. Au-delà des promesses électorales et des beaux discours, il est temps d'une véritable table ronde qui réunirait celles et ceux qui créent et qui sauvegardent l'emploi de la main-d'œuvre locale, qui respectent les règles d'insertion, en privilégiant les entreprises qui se forment et forment leur personnel. N'est-il pas temps de modifier les règles d'attribution de certaines subventions, destinées aux personnes ayant des plafonds de ressources limités, qui donc n'ont pas les moyens de faire des travaux ni d'aménagement ni de rénovation énergétique, avec pour conséquence, par exemple, le budget de l'ANA consommé seulement à 15% cette année? Ne serait-il pas normal de laisser les marchés de rénovation énergétique subventionnés par certaines agglomérations, comme ceux accordés après le bilan de la thermographie aérienne, à des entreprises certifiées et labellisées, plutôt que de les laisser aux auto-entrepreneurs ou bien à des thermobandits? Entre colère et exaspération, il est temps de voir se mettre en œuvre une action interministérielle, concertée entre le ministère de l'Intérieur, celui du Travail et du Logement, pour un renforcement des contrôles, une généralisation de la carte d'identité professionnelle, déjà promue par les réseaux des caisses de congés payés, en modifiant et en rétablissant les règles d'attribution des marchés locaux. Ainsi, sans doute, pourrions-nous sauvegarder l'appareil de production. Ne nous laissons pas déposséder de notre outil de travail, de nos entreprises, créées par passion, développées en sacrifiant chaque jour notre énergie et nos économies. Plus que jamais, notre solidarité au sein du réseau FFB doit être sans faille pour trouver ensemble le courage et la réactivité. Nous devons reprendre le pouvoir sur nos chantiers en rétablissant les conditions et les règles pour nos collaborateurs et nos compagnons. Il n'y aura pas de fatalité si nous sommes combatifs. Nous devons intensifier notre mobilisation et nos actions pour tenter de transformer les obstacles en opportunités. Victor Hugo a dit « La République affirme le droit et impose le devoir ». Nous pourrions dire, nous, entrepreneurs, les entreprises subissent le droit, mais assument leurs devoirs. Mais jusqu'à quand? Messieurs, dames, je vous remercie.